Bienvenue à toutes et à tous à ce festival Politeia. Je le rappelle, organisé par la ville de Thionville et l'association Des mots et débats. Bienvenue dans cette conférence intitulée « Quels sont les progrès pour les droits des femmes ?» Alors, le féminisme n'a jamais été autant présent dans notre société. Le mouvement MeToo, notamment, est une révolution à l'œuvre. Et dans le même temps, des forces réactionnaires sont de plus en plus fortes, comme on peut le voir aux États-Unis, avec l'arrivée au pouvoir de Trump et d'Elon Musk, ou encore avec l'influence grandissante, par exemple, de masculinistes sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il est intéressant de faire un point, de se demander où en sont les droits des femmes, mais peut-être de se demander aussi de quelle femme on parle, dans quel endroit, de quel progrès, et sur quoi repose ce progrès. On va essayer d'éclaircir tout ça, de comprendre où on en est aujourd'hui de ces droits des femmes, avec nos trois invités que je vous présente. Laura Slimani, vous êtes directrice des projets de la Fondation des femmes. Vous êtes également adjointe au maire à la ville de Rouen, en charge des droits des femmes et engagée chez les écologistes. Martine Storti, vous êtes philosophe, vous êtes journaliste, ancienne militante du MLF. Dois-je dire ancienne, on est toujours militante du MLF. Vous avez publié pour un féminisme universel aux éditions du Seuil. Vera Nikolski, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes docteur en sciences politiques et autrice de Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes, les vrais dangers qui la menacent, aux éditions Fayard. Alors, on va commencer par une question finalement peut-être assez large. Laura Slimani, pour vous, tout simplement, est-ce qu'il y a des progrès concernant les droits des femmes? Dans quel domaine en particulier? On peut peut-être commencer à aborder la question des violences sexistes et sexuelles qui vient en tête peut-être en premier, puisqu'on est pleinement dans ce mouvement MeToo. Et vous êtes donc en charge des projets à la Fondation des femmes qui œuvrent particulièrement sur ces sujets. Merci Laure pour cette première question et pour cette invitation aussi à Des mots et débats et à la ville de Thionville et pour ce débat. Je suis très heureuse d'être avec vous. Alors d'abord peut-être juste un mot sur la Fondation des femmes pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes une fondation qui est née il y a 9 ans grâce à Anne-Cécile Maillefer, fondée par Anne-Cécile Maillefer que vous connaissez peut-être. Se basant sur le constat que ce qui nous manquait pour progresser réellement, notamment en matière de politique de lutte contre les violences faites aux femmes, c'était des moyens. Et nous, on a voulu mettre la question des moyens financiers sur la table, à la fois évidemment dans le cadre de notre travail de plaidoyer, mais aussi en créant la première fondation dédiée à collecter des fonds auprès du grand public et des entreprises et à les redistribuer à des associations de terrain qui œuvrent sur ces différents sujets et toutes les questions d'égalité femmes-hommes. Et donc ça nous a amené depuis notre création à reverser près de 14 millions d'euros à des associations partout en France, dont près de 4 millions l'année dernière, grâce à la générosité du grand public. Et j'ai envie de dire peut-être que même ça, sans vouloir tirer la couverture à nous, mais je trouve que c'est quand même une des manifestations du progrès que nous avons fait ces dernières années sur ce sujet, puisque avant la création de la Fondation des femmes, il n'existait pas de fondation. Personne ne serait jamais venu vous demander de l'argent dans la rue avec un petit gilet Fondation des femmes pour vous demander de faire un don tous les mois à une fondation qui permet de faire concrètement d'améliorer la vie, le quotidien de ces femmes, en particulier des femmes victimes de violences. Donc je pense que cette mobilisation citoyenne finalement, puisque derrière ce sont des petits dons très majoritairement qui financent nos actions, c'est quand même le témoignage d'une évolution de la société. Je vous donne une anecdote également personnelle. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé une ancienne camarade avec qui j'ai fait mes études à Sciences Po Bordeaux. Et elle m'a rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. Donc c'était il y a quand même maintenant 12-13 ans, je crois. À Sciences Po Bordeaux, il y a 12-13 ans, l'équipe de volley masculine s'appelait les Violayeurs. Et aujourd'hui, donc c'est très choquant. Alors à l'époque, ça me choquait aussi parce que j'étais féministe, mais c'est quand même quelque chose qui a perduré pendant des années et qui s'est arrêté il y a quelques années parce qu'effectivement, c'était plus acceptable. Mais
en fait, j'avais complètement oublié ça, tellement ça me semble... Enfin voilà, et quand elle me rappelait ça, ça m'a semblé mais tellement fou, en fait, qu'il y a 10 ans, on pouvait tranquillement faire l'apologie du viol dans voilà, le nom d'une équipe de volley. Donc c'est juste pour montrer, voilà, il y a quand même ce saut qu'on a fait, et ça se manifeste aussi dans les sondages et les enquêtes d'opinion. Par exemple, sur la vision que les gens ont du féminisme et du mot féminisme. Une enquête que nous venons de sortir à la Fondation des femmes il y a quelques jours montre que 66% des personnes interrogées voient positivement le féminisme. Parce que, alors pour différentes raisons, parce que selon eux c'est essentiel, parce que ça apporte, ça contribue à améliorer la société, etc. Donc, il y a 10 ans, quand on faisait, voilà, notamment en manifestation, le 8 mars, il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Alors après, les choses, elles ont fluctué, elles ont évolué dans le temps. Il y a eu des périodes où plus ou moins, ce combat était plus ou moins porté dans la société, mais en tout cas, ces dernières années, il y a quand même eu une progression, notamment de cette idée dans les têtes. Et un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'au moment du procès Pellico, il y a un sondage qui a été fait sur le regard que les Français portaient sur ce sondage par IFOP et Fiducial, je crois, et 70% des personnes interrogées reconnaissaient que le patriarcat était une réalité. Or, ce mot a été quand même très longtemps cantonné à des milieux assez militants et été contesté quand même assez fréquemment. Et aujourd'hui, c'est quand même une grande majorité des Français qui reconnaissent que c'est une réalité. Ils sont 60% aussi à reconnaître que la culture du viol est une réalité. Donc il y a indéniablement quand même dans l'opinion publique, dans la population générale, une cause qui a énormément progressé ces dernières années et qui, d'ailleurs, dans le sondage qu'on a sorti, la priorité numéro 1 des Français, dans des personnes interrogées quand on leur demande de les classer, c'est la protection des enfants, et ensuite vient la protection des femmes. Et d'ailleurs, voilà, aujourd'hui, les violences faites aux enfants font aussi partie de ce système patriarcal, donc on peut aussi considérer que ça fait partie de la même avancée. Alors après, dans la réalité de la vie des femmes, bon, évidemment, énormément de choses ont changé ces dernières décennies, et c'est toujours voilà, important de le situer aussi dans le temps. Mais quand même, sur la question des violences faites aux femmes, le sujet qui a avancé, on va dire, ces 10 dernières années, c'est la question des violences conjugales. Il y a eu en 2018 ou 2019 le Grenelle des violences conjugales, 2018 il me semble, qui a été notamment impulsée et demandée par les associations féministes, qui a amené une mobilisation des institutions comme il n'en existait pas auparavant sur ce sujet des violences conjugales et sur ce sujet des féminicides. Pareil, le mot de féminicide, il y a 10 ans, ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans le langage commun. Donc on voit bien qu'on a aussi avancé de ce point de vue-là. Et ça a donné lieu à alors, une augmentation des moyens qui est relative, et j'y reviendrai, et aussi à quand même une formation accrue, notamment dans le domaine de la police. Donc, à la police, quand même, il y a une évolution plutôt favorable sur le recueil des plaintes sur ce sujet, même si évidemment on est loin, c'est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de plaintes qui ne sont pas bien prises, de femmes qui ne sont pas bien accueillies. Mais quand même, la formation a beaucoup progressé de ce point de vue-là. Il y a plus de condamnations aussi pour violences conjugales, moins de classements sans suite qu'avant, ce qui montre bien que quand on met en place un certain nombre de mesures, on peut. C'est pas une fatalité, cette impunité. Elle est aussi construite et entretenue par des mécanismes institutionnels. Et puis il y a par exemple les ordonnances de protection qui se sont massifiées aussi. Alors on est loin encore des chiffres espagnols, mais quand même, en s'inspirant notamment de nos voisins espagnols, sur ce sujet-là, on a un peu progressé. Sur la question des moyens, après, on est vraiment face à un paradoxe, parce que donc, nous, on travaille beaucoup sur cette question. On a sorti un rapport qui est une actualisation d'un rapport qu'on avait sorti en 2021, et donc en 2024, on a sorti une actualisation de ce rapport, où on a analysé combien l'État mettait pour lutter contre les violences faites aux femmes, donc violences conjugales et violences, enfin toute forme de violence, et violences sexuelles également. Et donc nous, on a constaté que l'État consacrait chaque année 184 millions d'euros à ces politiques publiques. Et on a estimé, en travaillant avec des diverses expertes et avec les associations, que les besoins s'élèvent à 2,6 milliards d'euros par an. Donc on en est extrêmement loin. Et l'autre constat qu'on a fait aussi, et qui est assez intéressant, c'est que
oui, les moyens ont un peu augmenté, de 50 millions d'euros entre 2020 et 2024 sur cette question. Mais en réalité, les plaintes et les besoins ont augmenté beaucoup plus vite. Et donc quand on compare, quand on regarde ce que l'État met par femme victime de violence ou se déclarant victime de violence, en réalité, par femme, les moyens mis par l'État sur la table ont baissé de 26% sur cette période. Donc, en réalité, la situation de ces femmes qui ont besoin d'un hébergement, qui ont besoin d'une décision de justice, qui ont besoin d'un accompagnement social, de déménager, d'être accompagnées pour avoir accès à un nouveau logement, eh bien, en fait, elles sont aujourd'hui pas forcément mieux accompagnées qu'il y a quelques années. Donc voilà, c'est un constat qui est assez contrasté. Et puis... je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps. Je voulais ensuite parler de la question des violences sexuelles. Parce que autant sur les violences conjugales, il y a un certain nombre d'avancées quand même qu'il faut noter, même si elles sont insuffisantes. Autant les violences sexuelles aujourd'hui sont vraiment un point noir en France, dans le cadre français en tout cas, même si mondialement elles sont en réalité très très peu condamnées quand elles le sont un peu. Mais sur la question des violences sexuelles, le problème qu'on a en France, c'est vraiment la question de l'impunité, qui est quasiment systématique. En tout cas, elle est vraiment largement systémique, puisqu'il y a un rapport de l'Institut des politiques publiques qui établit qu'en 2021, c'est 94% des plaintes qui ont été pour viol qui ont été classées sans suite. Donc quand on est à ce niveau-là de classement sans suite, finalement, c'est quasiment, chez Anna Toumazov, une influenceuse et activiste qui disait ça, le viol est quasiment légal en France en réalité. Alors évidemment, il faut dire ça avec des guillemets, mais ça dit quand même quelque chose du niveau d'impunité dans lequel on se trouve sur ce sujet. Et ce qui se passe du coup entre une population qui est de plus en plus mobilisée sur ces questions, indignée par cette impunité, et de l'autre côté, des institutions, et notamment la justice, qui ne fait pas son travail sur ce sujet, parce qu'à la fois elle manque de moyens, mais aussi parce qu'elle est vraiment marquée par des préjugés sexistes très forts, eh bien ça crée un décalage de plus en plus abyssal entre la population et les institutions sur ce sujet. Et ça, on le voit aussi dans l'enquête qu'on a sortie. Et ce que je voudrais aussi peut-être pointer, c'est que quand on parle de progrès en matière de droits des femmes, c'est toujours important de s'interroger sur ce qu'on nous présente comme étant des progrès, y compris sur le plan législatif. Et nous, à la Fondation des femmes, on a 2 alertes sur ce sujet, parce que ça nous semble être des réformes qui reviennent sur des acquis qu'a contribué à porter très fortement, notamment Gisèle Halimi, en matière de viol. Le premier, c'est le jugement des affaires de violences sexuelles aujourd'hui devant les cours criminelles. Et le fait que le viol, aujourd'hui, n'est quasiment plus dans notre pays jugé devant les cours d'assises, alors même que ça a été un acquis porté par Gisèle Halimi, amené par Gisèle Halimi notamment après le procès d'Aix, que de faire en sorte que le viol soit reconnu comme un crime à part entière et donc puisse être jugé par des jurés populaires en assises. On a créé des cours criminels en le justifiant par le fait qu'elles seraient peut-être moins, on va dire, moins indulgentes, moins indulgentes avec les accusés. Parce que la culture du viol imprègne beaucoup la société. En réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, les jugements rendus par ces cours criminels, qui sont composés donc de 3 juges professionnels, ne sont pas plus sévères que ceux qui étaient rendus par les cours d'assises. Par contre, ce sont des procès qui durent moins longtemps, qui sont moins coûteux aussi. Et d'une certaine manière, on a créé une forme de justice de seconde zone, puisque dans ces cours criminels, l'immense majorité de ce qui est jugé, ce sont des affaires de violence sexuelle. Ce que demandent les associations massivement, c'est une justice spécialisée, comme en Espagne, c'est-à-dire pas uniquement des cours spécialisés, mais aussi une formation des magistrats qui soit spécialisée, avec du coup des jugements qui changent et qui ont changé en Espagne, avec une justice beaucoup plus effective pour les victimes de violences sexuelles. Ce sera un débat en soi sur la justice et les violences faites aux femmes. On pourra y revenir. Peut-être pour faire avancer le débat, Martine Storti, comment vous voyez, quel est votre regard en tant qu'ancienne du MLF, peut-être sur les acquis d'aujourd'hui, les combats des jeunes féministes qui ont peut-être accompli
repli des combats que vous meniez à l'époque, qui avaient été aboutis en partie, mais on sait, le féminisme et les droits des femmes, c'est aussi un éternel recommencement. Quel regard vous portez sur les acquis d'aujourd'hui et aussi peut-être les oublis du féminisme aujourd'hui? Merci pour l'invitation d'abord. Merci à Politeia et à Des mots et débats. Je suis très contente de revenir à Thionville, où j'étais venue justement il y a 2-3 ans au moment de la sortie de ce bouquin. Je voudrais d'abord dire, avant de répondre à votre question, je ne crois pas peut-être qu'il y a 3 ou 4 mois, on n'aurait pas fait le débat comme on va le faire aujourd'hui. Et peut-être même que Politeia, s'il devait décider de ce festival des idées aujourd'hui, l'aurait peut-être encore appelé progrès, ou plutôt l'aurait appelé résistance. Peut-être que ce qui se passe sur la scène géopolitique, comme on dit, nous amène à regarder les choses un petit peu différemment de ce qu'on pouvait les regarder et de la manière dont on pouvait les regarder il y a 3-4 mois. Alors, par rapport au titre de cette table ronde, je me suis demandé ce qu'il y avait derrière les mots, c'est-à-dire progrès des droits des femmes. Qu'est-ce que c'est le progrès? Est-ce que c'est vivre mieux, être plus libre, être plus autonome, avoir des conditions d'existence plus favorables, pouvoir s'épanouir, pouvoir faire un chemin que les femmes décident de faire? Les droits, bien sûr qu'il y a des droits. C'est très important, les droits. Parce que les droits, quand c'est inscrit, c'est la loi, c'est les textes. Ça peut être des outils. En tous les cas, on peut s'appuyer. Mais donc, je suis tout à fait pour les droits, même quand ils restent formels. Mais enfin, c'est mieux quand ils ne sont pas que formels et quand ils se traduisent dans une réalité. Donc, c'est peut-être un peu ça qu'il faut regarder. Et puis, le troisième mot, droits des femmes. Mais de quelles femmes on parle? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des femmes ici en France aujourd'hui, ou en Europe, ou en Occident, si tant est que ce mot, depuis 3 mois, ait encore un sens, ou est-ce qu'on parle des femmes dans le monde entier? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des Afghanes, est-ce qu'on parle des Iraniennes, ou est-ce qu'on parle des Soudanaises, ou des femmes en République démocratique du Congo? Je veux dire, on pourrait multiplier les exemples où il n'y a pas de droit. Non seulement les réalités sont pour la plupart des femmes assez épouvantables, mais il n'y a même pas de droit. Donc les droits, c'est très important de fait. Alors, pour répondre à votre question, quand j'entends Laura parler du viol et des assises, évidemment, ça fait écho au combat que nous avons mené dans les années 70, puisque je suis ici la vieille qui est dans le canal historique, si j'ose dire. Donc, en effet, ça a été un des combats très importants des années 70, après l'avortement. Une fois qu'en 75, le premier grand combat, il y a beaucoup de combats en même temps, mais enfin, le premier grand combat, c'est pour le droit à l'avortement, comme vous le savez, qui a donc qui a abouti à une loi, janvier 75. Et immédiatement après, la question du viol, nous l'avons posée. Et nous l'avions posée exactement sous l'angle des assises. Parce que, là, j'ai juste un petit rectificatif. Le viol est un crime dans le code français depuis le code Napoléon. Quand on dit il est devenu un crime après le procès d'Aix, etc., non, c'était déjà un crime. Mais sauf qu'il n'était pas jugé comme crime. C'est-à-dire que les violeurs, quand ils étaient arrêtés, n'étaient pas jugés par une cour d'assises, étaient jugés par un tribunal correctionnel, parce que le viol était disqualifié en coups et blessures. Donc il n'était pas reconnu comme crime. Et ce que les féministes de l'époque ont dit, j'étais à l'époque journaliste à Libération et j'ai relayé tout ça, c'était il faut que les violeurs soient jugés par une cour d'assises, parce que c'est les cours d'assises qui jugent le viol. Et par parenthèse, je ne veux pas développer trop longtemps parce que ce serait trop long, par parenthèse, ça a été un combat. Ça n'a pas été seulement un combat par rapport à la justice, par rapport aux institutions, ça a été un combat au sein de la gauche et surtout au sein de l'extrême gauche. Les féministes venaient toutes celles qui sont à l'origine, entre guillemets, du MLF, les dizaines de femmes qui ont créé, entre guillemets, le MLF, parce que le MLF n'a jamais été une organisation, c'était un mouvement, donc il
Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de chef, il n'y avait rien du tout. Mais enfin, les filles nous venions toutes du gauchisme avec ses multiples tendances et de mai 68, etc. Et l'idée que nous demander le cours d'assises, l'accusation a été double. Vous faites appel, vous les féministes, à la justice bourgeoise, qui était vraiment à l'époque quelque chose d'absolument épouvantable, faire appel à la justice bourgeoise. Et en plus, c'est raciste parce que si c'est un violeur qui est issu de l'immigration, il sera forcément plus condamné qu'un Français blanc, propre sur lui, etc. Et donc cette double accusation de racisme et de justice bourgeoise, c'était tout à fait intéressant, et c'était un combat difficile, mais tout à fait intéressant, parce que quand c'était un patron qui était responsable de la mort d'ouvriers dans son usine et qu'il passait devant une cour d'assises, c'était la justice. Quand c'était les féministes qui demandaient la justice pour les violeurs, c'était la justice bourgeoise. Donc on voyait bien comment les résistances, y compris au sein d'un courant politique qui se prétendait féministe, pouvaient être extrêmement importants. Je ferme cette parenthèse. J'en rajoute quand même une toute petite, parce que je pense que c'est de mon devoir de le faire à chaque fois que je peux le faire. Gisèle Halimi a joué un très grand rôle, je ne conteste pas. Mais je veux dire, il y a eu d'autres avocates, d'autres procès qui ont été aussi importants, qui ont contribué à ce que ce problème du viol soit en effet jugé devant les cours qui devraient le juger. Et ces avocates, il faut s'en souvenir aussi. C'est Monique Antoine, qui est morte hélas, c'est Colette Auger, qui elle est toujours vivante, c'est Josiane Moutet, c'est d'autres avocates. Donc je ne crois pas que les féministes doivent se limité à la représentation médiatique qui est donnée de ces combats, parce que ça a été un combat collectif, fait par beaucoup de femmes et par des avocates toutes de gauche, qui d'ailleurs, pardon de l'expression, en ont pris plein la gueule aussi de la part de leurs collègues, parce qu'elles plaidaient, étaient partie civile devant des cours d'assises. Donc ça a été un combat très difficile. Et pour conclure, entre guillemets, juste sur cette question des violences, je pense, hélas, malheureusement, que ce combat contre les violences sexuelles, c'est un combat très important, c'est un combat très difficile. Et moi, avec mon expérience, je peux me tromper, j'espère me tromper, je crois que c'est un combat sans fin. C'est-à-dire qu'il faudra toujours le mener, parce que la question des violences sexuelles contre les femmes, ou contre les enfants d'ailleurs aussi, je pense que c'est un combat sans fin. Alors, ce que je voudrais dire sur le progrès. Si on parle de la situation des femmes dans un pays comme le nôtre, comme la France ou comme d'autres pays, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Angleterre, etc., donc comme l'Europe, moi, si je regarde la situation des femmes, de la vie de ma grand-mère, et même de ma mère, et même celle de la mienne quand j'étais adolescente, il y a longtemps, mais enfin, bon, je m'en souviens quand même un peu, c'est sans comparaison. Je dis bien ici, les choses ne vont pas bien, les choses ne sont pas parfaites. Il y a toujours des inégalités. Il y a des inégalités, il y a du sexisme, il y a de la misogynie. Je suis entièrement d'accord et je suis solidaire du combat des jeunes femmes, enfin de certains combats des jeunes femmes, parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Il y a quand même tellement de divergences et de désaccords au sein de ce qu'on appelle le féminisme qu'on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec tout le monde. Pas parce qu'on est féministe qu'on pense toutes pareil. Pas parce qu'on est des femmes qu'on doit toutes penser la même chose. Heureusement d'ailleurs, parce que la démocratie, c'est aussi d'être en désaccord et de débattre. Mais enfin, en 60 ans, ces décennies, sur plusieurs générations, évidemment que les progrès sont d'une visibilité à tout point de vue extrêmement important. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. En revanche, si on regarde la situation mondiale pour les femmes, comment le dire ? Je ne sais pas si on peut être... Non seulement il faut la regarder, mais même je ne sais pas si on peut être... si on peut être fier de ce qui s'est passé depuis ces 50, 60, 70 dernières années. Même si pour certaines d'entre elles, les choses se sont améliorées, par rapport à l'espoir qu'on pouvait avoir, et par rapport à
à ce que la communauté internationale, si ce mot a eu un sens pendant des décennies, je ne sais pas s'il va encore l'avoir longtemps, compte tenu de tout ce qui est en train de se passer. Mais l'espoir a été immense qu'en effet, dans le monde entier, pour presque toutes les femmes, les choses allaient s'améliorer. Alors, c'est pas ça qui s'est passé. Ou quand ça s'est passé de manière très provisoire, avec entre parenthèses. Et puis, le retour en arrière a été très important. Alors, évidemment, je pourrais citer le cas des femmes afghanes. C'est une situation que j'ai bien connue. Je suis allée plusieurs fois en Afghanistan après la chute des talibans. Taliban numéro 1, pour dire les choses comme on dit Trump numéro 1, comme on dit les choses. Maintenant, Taliban 2, c'est pire que Taliban 1. Mais la parenthèse, ce qui s'est passé entre 2001 et le retour des talibans, donc presque 20 ans, presque 2 décennies, pour les femmes afghanes, ça a été quelque chose de très positif. Alors on dit c'était l'impérialisme américain ou européen ou occidental, tout ce que vous voulez. Non, il y a quelque chose de formidable. Il y a eu une vie, il y a eu un changement, il y a eu un progrès, des progrès, pas seulement dans l'éducation, dans le travail, dans une forme de liberté, même dans les rues, même si elles portaient, pour la plupart d'entre elles, le voile ou le tchador, etc. Mais ça s'effondre. Donc qu'est-ce qui fait que... Alors, moi je crois qu'il faut regarder ce qui menace ces droits, dont la mise en œuvre peut être plus ou moins importante selon le pays, etc. Il y a beaucoup de choses qui menacent les droits des femmes, et pas que des femmes d'ailleurs, mais puisqu'on parle des droits des femmes. Et des choses tout à fait hétérogènes. Il y a la montée des intégristes religieux, il y a le relativisme culturel, il y a les crises sanitaires, il y a les crises économiques, il y a la menace qui pèse sur le monde entier du changement climatique et des conditions donc matérielles de vie des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Et comme le souligne Vera, le fait que peut-être pour les femmes, tous ces changements seront à la fois spécifiques et pires que pour les hommes. Il y a les crises politiques et il y a les idéologies. Parce que regardez ce qui se passe là, et je vais finir pour le reprendre peut-être dans la discussion, c'est que ce qui se passe là aux États-Unis depuis quelques mois, comment, à condition, à situation égale, le poids idéologique arrive à mettre en question des choses qu'on croyait complètement acquises. Par exemple, l'avortement, le droit d'avorter mis en question dans un certain nombre de pays, d'États américains, et la position de la Cour suprême, etc., fait que le poids le masculinisme, ce qu'on appelle comme on veut, suprématisme, retour des religions, etc., fait que c'est mis en question. Mais pareil que dans d'autres pays, qu'est-ce qui fait que les femmes afghanes ont pu, à certains moments, connaître des progrès, et puis un retour de bâton, parce qu'une puissance, un pouvoir idéologique est hostile à cette émancipation. À cette émancipation, parce que le féminisme, ce n'est pas seulement les droits des femmes, c'est l'émancipation. Et l'émancipation, c'est les droits, bien sûr, et c'est la mise en œuvre des droits, et c'est au-delà même des droits. Très bien, on va y revenir sur les menaces à l'encontre des droits des femmes. Vera Nikolski, avec vous, on va dézoomer en quelque sorte. On a un peu retracé aujourd'hui les différents le progrès que l'on connaît concernant les droits des femmes, mais vous, dans votre analyse, vous expliquez aussi d'où vient ce progrès, selon vous, et avec des éléments qu'oublieraient les féministes. Aujourd'hui, on a évoqué les combats militants, mais il n'y a pas que les combats militants. Et je vous laisse développer. Oui, merci, bonjour à tous. Merci aussi, pareil, à Politeia, à l'association Démo et Débat, et puis à Laure aussi de bien vouloir animer cette rencontre. Alors c'est bien parce que notre organisation spatiale reflète un peu l'échelle temporelle un peu de ce qu'on a peut-être à dire ici de spécifique, en tout cas me concernant. Laura a parlé des progrès récents, des choses qui se passent aujourd'hui, vraiment dans le monde dans lequel nous habitons aujourd'hui.
Martine Storti a évoqué un terme un peu plus long, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les années 70, deuxième moitié du XXe siècle, avec des combats fondateurs. Moi, pour ma part, je m'intéresse plutôt au temps long. C'est plus une analyse historique que quelque chose qui est concentré sur le moment présent. Dans une perspective longue, alors vous avez parlé effectivement de votre mère ou de votre grand-mère, on peut aussi parler de l'arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Donc si on regarde les choses sur 100 ans, 150 ans, 200 ans, effectivement il n'y a pas photo, comme on dit dans la langue simple, l'évolution elle est patente. Évidemment, la question de savoir comment on définit le progrès est centrale, mais si on définit le progrès des droits des femmes d'une façon très minimale, très simple, comme un mouvement d'égalisation entre les statuts et les conditions des hommes et des femmes, la possibilité pour une femme d'exercer le même métier qu'un homme, d'avoir accès au même parcours éducatif, d'avoir un salaire égal ou comparable, avoir l'autonomie, les mêmes droits, d'ester en justice, etc., d'être propriétaire. Le chéquier, ça ne date pas d'il y a si longtemps, n'est-ce pas? Donc, sur le long terme, le progrès dans ce sens-là, très, très simple, est patent. Je pense qu'on sera tous d'accord que notre vie, pour les femmes d'aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir du point de vue des possibilités, du point de vue des droits, et des droits réels également, des opportunités réelles, n'a pas grand-chose à voir avec la vie de nos ancêtres, pas si éloignés que ça. Après, il y a le progrès au sens plus philosophique du terme. Ça, c'est une autre question. On peut peut-être revenir là-dessus dans la suite de la discussion. Est-ce que ce progrès correspond réellement à un progrès au sens ontologique, au sens philosophique du terme? C'est un petit peu différent. Donc, je m'intéresse, moi, dans mon travail, dans le livre, effectivement, dont on a parlé Laure aussi, à une perspective plutôt longue, pour essayer de comprendre ce qui, à un moment donné, fait que ce progrès, ce mouvement d'égalisation a pu être impulsé. C'est-à-dire que l'inégalité ou un certain degré d'asymétrie, alors on peut parler de patriarcat ou on peut utiliser d'autres mots, parce que les situations ont été variables dans l'histoire, selon les sociétés, selon les moments historiques, mais dans à peu près toutes les cultures documentées, il y a un déséquilibre entre le statut, la situation des hommes et des femmes. Et ce déséquilibre, à un moment donné, s'ébranle, et il y a un mouvement qui se met en place dans les pays occidentaux. C'est une autre question importante, de quelle ère géographique on parle, on pourra également revenir là-dessus. Mais dans le monde occidental, en Europe, aux États-Unis, il y a un moment où les choses commencent à changer et il y a une espèce de mouvement qui semble, jusqu'à un certain point, plutôt linéaire. On verra, je suis d'accord avec les autres intervenantes, que cette linéarité ne va pas du tout de soi et n'est certainement pas promise à un avenir très long. Mais il y a un progrès qui est indéniable, donc les choses changent. Alors, pourquoi est-ce que ces choses, le statut des femmes, ce déséquilibre entre le statut des hommes et des femmes commence à changer à un moment donné, dans un mouvement qui est assez général dans les pays européens? Ce n'est pas l'affaire d'un seul pays, ce n'est pas l'affaire d'une seule région, ce n'est pas l'affaire d'une décennie ou deux, c'est vraiment un processus assez massif et qui dure assez longtemps, jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces idées, tout à coup, commencent à avoir du succès? Parce que l'inégalité entre les hommes et les femmes ne date pas d'hier, et pourtant, il y a eu des voix pour exprimer une insatisfaction devant cet état de fait. Même il y a très longtemps, je ne sais pas, on peut remonter jusqu'à Christine de Pisan, enfin, ou même plus tôt. Il y a toujours eu des voix de femmes, et d'hommes aussi, je ne sais pas, Condorcet et autres, et même avant, qui exprimaient l'idée que les êtres humains étaient égaux, et que donc les femmes devraient jouir des mêmes droits que les hommes. Et pourtant, ces idées restaient toujours isolées. Il n'y a pas eu ça n'a pas pris dans la société. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que à un moment donné, des idées prennent et peuvent s'épanouir et connaître le succès. Et alors, j'essaye de relier ce mouvement, ce début de changement dans l'ordre des idées à des facteurs autres. Donc, je cherche des correspondances. Et moi, je m'intéresse à des facteurs beaucoup plus matériels. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre des idées, il y a l'ordre des luttes également, des idées qui mobilisent, des gens qui vont se battre pour des idées. Mais les gens ne vont pas se mobiliser dans n'importe quelle circonstance pour n'importe quelles idées. Et la configuration matérielle, l'état matériel d'une société, on peut parler dans les termes marxistes de l'état des forces de production, le mode de production, l'état des forces productives, c'est-à-dire la combinaison entre le niveau technologique et les relations sociales qui vont avec, vont permettre tout un éventail d'idées. C'est certain, ce n'est pas du tout mécanique, ce n'est pas telle configuration matérielle qui va automatiquement donner tel type d'idée,
mais un éventail d'idées, entre lesquelles ensuite, bien sûr, le choix est vaste, mais pas n'importe quel éventail. Donc il y a une espèce de périmètre d'idées qui est possible à chaque stade de développement historique. C'est un peu l'idée que je défends dans le livre. Alors quelle est cette situation matérielle qui fait que... Voilà, alors qu'est-ce qui change au moment où le statut des femmes commence à se modifier ? En fait, ce serait facile de répondre à cette question en disant que tout change. C'est une période de très grands changements, tant dans la sphère immatérielle que dans la sphère matérielle. Depuis 150, 200 ans, nos sociétés ont profondément changé du point de vue de notre environnement matériel au sens propre, c'est-à-dire au sens des objets dans lesquels nous vivons, des gestes que nous effectuons au quotidien, de ce qui caractérise l'infrastructure matérielle de notre vie. À partir de la révolution industrielle, nous avons toute une série de courbes qui sont cassées, des courbes qui étaient largement stationnaires sur le long terme tout au long de l'histoire précédente. La courbe du nombre d'habitants par pays, mais même sur l'ensemble de la planète. La courbe de la richesse produite, la courbe de la richesse par habitant, si on divise l'un par l'autre. Toutes ces courbes étaient largement stationnaires, il y avait des variations, des hauts, des bas, mais tout ça a augmenté d'une manière assez lente. Et puis à un moment donné, si on fait un graphique sur le très long terme, on voit vraiment une cassure avec des courbes qui commencent à toutes aller vers le haut d'une manière exponentielle. Et ce moment, c'est à peu près ce qui suit le moment de la révolution industrielle. La révolution industrielle et ses suites, les décennies qui suivent la révolution industrielle, donc le début du 19e siècle dans les pays occidentaux, où la productivité du travail est décuplée par le ressort massif à l'énergie. La consommation d'énergie par habitant explose, des énergies fossiles, charbon d'abord, pétrole ensuite, puis d'autres types d'énergie plutôt au XXe siècle. Et cette productivité du travail décuplée, c'est ce qui permet à l'humanité, en tout cas dans les pays, dans la sphère occidentale, d'agir sur l'environnement avec une force décuplée. Les historiens aujourd'hui utilisent de plus en plus le terme d'anthropocène pour qualifier cette nouvelle période où l'humanité marque l'environnement d'une empreinte vraiment sans précédent. Alors, c'est quelque chose qui s'apparente à un progrès du point de vue des conditions de vie matérielles. Notre vie s'améliore sur plein d'aspects. On peut revenir sur la question ensuite. Ça ne veut pas du tout dire direct sur l'égalité femmes-hommes. Oui. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un progrès univoque, mais on va y revenir. Et ce progrès matériel, ce changement des conditions matérielles, a des implications directes sur la vie quotidienne des femmes et surtout sur les possibilités dont elles bénéficient pour s'investir dans tout un ensemble de sphères de sociales, politiques, économiques, d'une manière davantage similaire aux hommes. Pourquoi ? Alors avant tout parce que ces changements dégagent du temps sur le temps de vie des femmes, du temps sur la journée. Je n'ai pas le temps de développer, mais si on imagine une journée quotidienne dans un monde dépourvu de technologie d'il y a 200, 300 ans, le maintien de la vie dans un foyer exigeait un travail à temps plein d'au moins une personne, et encore ce n'était pas de trop. N'importe quel geste, du fait d'allumer la lumière jusqu'à se chauffer un repas ou bien porter un vêtement, exigeait beaucoup de travail domestique dans chaque foyer qui était complètement internalisé dans des sociétés très largement agraires. Et ce travail en très grande partie reposait sur les femmes qui étaient également responsables de la procréation. La procréation qui, dans ces sociétés, n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle procréation aujourd'hui, parce que c'était un processus beaucoup plus long et beaucoup plus total dans la vie d'une femme, qui avait en moyenne pas du tout le même nombre d'enfants. Donc une très grande partie du temps des femmes était accaparée à la fois par le travail domestique et par la procréation. Alors qu'avec les changements technologiques et la création de cette infrastructure, à la fois, je ne sais pas, il faut penser en termes de réseau électrique, réseau de distribution d'eau. Il faut imaginer ce que représentait l'arrivée de l'eau dans les immeubles à la fin du 19e siècle en France. Pensez à toute la logistique commerciale, à la production industrielle de masse qui nous permet d'avoir des objets du quotidien en libre accès sans avoir à dépenser notre temps domestique pour leur fabrication. Tout ça économise beaucoup de temps sur une journée. Et à l'échelle d'une vie, ce qui économise du temps pour les femmes, c'est la baisse de la natalité, qui permet d'avoir en moyenne 2 enfants. Maintenant, c'est bien moins que 2 enfants, mais pendant longtemps, on était quelque part autour de ces valeurs-là. Plutôt que 6, 8 ou 10 enfants par vie. Je ne sais pas si vous connaissez l'extraordinaire livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Alors, elle parle du lieu
qu'il est important d'avoir à soi, mais il y a aussi la question du temps, qu'elle aborde d'ailleurs quand elle évoque la mère de Mary Seton, son amie, en disant non, Mary Seton avait 13 enfants et personne ne peut faire fortune en ayant fait 13 enfants dans sa vie. Donc c'est un peu ces processus-là qui m'intéressent. Peut-être pour aborder la question que je vais aussi poser aux autres invités, quelles sont les menaces aujourd'hui de ces progrès, fort de cette analyse, qu'est-ce qui, parce que malheureusement l'heure tourne, et qu'est-ce qui peut être inquiétant aujourd'hui concernant ces avancées qui, d'après votre analyse, sont surtout basées sur l'avancée technologique, des médicaments aussi, ce que vous développez dans votre livre, et aujourd'hui ça, on pourrait le perdre, notamment avec l'épuisement des ressources, avec plus largement le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, vous retrouvez plus ou moins aussi avec certaines analyses écologistes, mais avec de fortes différences aussi. Voilà, quelle est votre inquiétude pour l'avenir ? Oui, c'est une inquiétude en miroir, c'est-à-dire que sur le long terme, l'existence de cette base matérielle me semble être l'une des conditions plutôt que des causes de la possibilité de ces droits, de cette égalisation des conditions. Et en miroir, sur le long terme, la stabilité ou au contraire la fragilité de cette base matérielle est évidemment cruciale pour le maintien ou pas de ces droits. C'est-à-dire que si vous retirez cette condition-là, évidemment qu'il y a des menaces d'ordre idéologique, d'ordre religieux, etc. C'est évident. Mais disons qu'une menace d'ordre idéologique, vous pouvez avoir un pouvoir plus ou moins réactionnaire qui advient dans tel ou tel pays, on l'observe aujourd'hui sur la scène internationale, et avec ce nouveau pouvoir, on recule des droits des femmes. Mais on peut très bien imaginer, si la base de notre vie matérielle reste inchangée, que demain, avec la mobilisation, avec le réveil des forces plus progressistes, une autre majorité va revenir au pouvoir, et on peut avoir un renversement positif de la situation. En revanche, si vous enlevez cette base matérielle dont je parle, il se peut que tout le périmètre des solutions disponibles se déplace. Et donc certaines options, elles, peuvent rester complètement fermées. Martine Storti, vous vouliez réagir à cela ? Quelle est la plus grande menace ? Alors, cette remise en cause des conditions matérielles, qui peut sembler évidente, mais qui effectivement est la condition dans laquelle on vit aujourd'hui, ou la menace idéologique qu'on voit aussi avec les forces d'extrême droite, les forces masculinistes. Quel est le plus grand danger ? Tout cela est un danger. Comment vous analysez ça ? Je crois qu'il n'y a pas de désaccord. Je pense que c'est les deux. Il y a un en même temps. Je sais à quel point cette expression est utilisée par certains, mais parce que, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, les conditions matérielles sont tout à fait importantes. Mais encore faut-il que certains des progrès, par exemple scientifiques, soient utilisés. Prenons des exemples. Bien sûr que la pilule, l'invention de la pilule, c'est un progrès. Encore faut-il qu'il n'y ait pas une idéologie qui s'oppose à l'usage de la pilule, parce que la pilule a existé bien avant que ou des méthodes contraceptives émanant des sciences ont existé bien avant que ça devienne véritablement une liberté, un droit et une liberté. L'avortement, la méthode Karman, dans les années 70, en effet, quand la méthode Karman a été inventée, c'est formidable d'une certaine façon parce que ça rend l'avortement beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a pu y avoir, organisé par les mouvements féministes, des avortements publics en quelque sorte, parce que la méthode Karman par aspiration. Mais c'est pas pour ça que l'avortement, parce qu'il y avait la méthode Karman, allait être autorisé. Donc il faut vraiment l'articulation entre à la fois l'aspect matériel et les menaces qui pèsent sur les conditions matérielles. Vous avez tout à fait raison, la menace liée au climat, etc., ou les crises économiques, c'est tout à fait important. Mais je crois qu'il faut regarder les choses dans cette articulation, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il peut y avoir à conditions matérielles équivalentes un poids idéologique, certes qui peut être transformé, parce qu'il peut y avoir des luttes, mais pas si facile que ça, finalement. Pas si facile que ça. C'est-à-dire que le poids idéologique, dans un sens d'émancipation, comme dans un sens de régression, peut être tout à fait important. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je crois qu'on est dans un moment où
des conditions de régression ou même des mises en œuvre de régression peuvent relever d'idéologies qui, en apparence, s'opposent, mais en réalité se rencontrent ou se croisent ou s'unissent, même involontairement ou volontairement, pour aboutir à des régressions, ou qui, dans les faits, peuvent aboutir à des régressions. On voit bien que du côté, on dit la montée des religions, mais c'est des religions tout à fait différentes et qui traditionnellement, j'ai envie de dire, s'opposent. Et qui néanmoins, sur la question des femmes, on l'a vu par exemple au moment du refus des ABCD de l'égalité, se rencontrent, où on a eu les intégristes catholiques et des intégristes islamistes, tout à fait d'accord pour dire que non, l'éducation sexuelle à l'école, sûrement pas. Et il y a une alliance de ces... De même, le relativisme culturel, le respect des traditions, admettre la soumission ou l'inégalité entre les femmes et les hommes, et surtout la soumission des femmes au nom de telle ou telle position religieuse, et qu'au nom du relativisme culturel, on va le respecter. Ça a été le cas, par exemple, des débats sur l'excision, ou contre... L'excision, c'est des gens de gauche, disant dans les années 70 et encore maintenant, 1970 et encore maintenant, il faut respecter un certain nombre de traditions au nom du respect des cultures, parce qu'autrement c'est l'impérialisme occidental et c'est bon. Donc les choses sont assez complexes et je crois que des courants apparemment opposés peuvent, sur la question des femmes, c'est ça qui est très important, je crois, pour les femmes, au-delà même du mot féminisme, c'est que sur la question de l'émancipation des femmes, de leur liberté, et en particulier de leur droit à être maîtresse de leur propre corps, des courants opposés, politiquement ou idéologiquement, peuvent se rencontrer pour maintenir cette soumission des femmes. Laura Slimani, vous êtes d'accord avec cette analyse? Et est-ce qu'il y a un backlash? J'ai envie de vous demander un backlash à l'œuvre, et qui en est l'auteur, le responsable? Ils sont plusieurs, mais en tout cas, ce sur quoi je voulais réagir, c'est que je rejoins et en même temps, je trouve que finalement, est-ce qu'il faut vraiment dire que ce sont des courants à la base idéologiquement opposés? En tout cas, je trouve que la montée du masculinisme nous montre que ces courants sont des alliés objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intégristes catholiques qui ont fait reculer aux États-Unis le droit à l'IVG sont pour moi des alliés objectifs des islamistes radicaux qui cantonnent la vie des femmes afghanes aujourd'hui à des conditions qui sont plus humaines. Et je pense que le mérite, on va dire peut-être, de ce masculinisme, c'est qu'il peut-être il lève le voile là-dessus et qu'il nous montre que c'est pour moi des courants politiques qui effectivement se rejoignent. Mais je pense que dès le départ, en réalité, ils partent d'un même principe qui est le patriarcat, qui est la domination des plus faibles, ou en tout cas la domination des hommes sur tout ce qui n'est pas eux. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et après, ce qui me semble important aussi quand on parle de ces enjeux technologiques et techniques, c'est aussi de poser la question de qui détient ce pouvoir technique et technologique, parce que ça a aussi un impact, au-delà de la question de l'idéologie et des courants politiques qui peuvent exister à un moment. Mais il me semble qu'aujourd'hui, en particulier, c'est hyper important de poser cette question, que ça soit sur la question des avancées médicales, parce que, y compris sur la question de l'avortement, moi, ce que je trouve très beau dans le film Annie Colère d'il y a quelques années, c'est qu'on voit à quel point le MLAC a été aussi un moment où les femmes ont pu s'approprier et se réapproprier, ou même en tout cas s'approprier encore plus facilement la maîtrise de leur propre procréation avec la méthode Karman, et que la légalisation, avec tous les mérites évidemment qu'elle a apportés, y compris en termes de sécurisation des IVG, a pu aussi être questionnée sur le pouvoir que ça donnait aussi au pouvoir médical, médecin, et au pouvoir masculin qui était détenu, qui était en tout cas ce qu'était le pouvoir médical à l'époque. Et aujourd'hui, cette question quand même du pouvoir des médecins, elle est aussi questionnée, non pas pour remettre en question évidemment les méthodes médicales et leur professionnalisme, mais sur la question par exemple des violences gynécologiques, sur la question de la place des patientes aujourd'hui, sur la question de la douleur des femmes aussi et de à quel point elle est prise en compte ou pas. Et je trouve que sur la question
du coup, quand on se pose la question du rôle fondamental que jouent effectivement ces avancées techniques dans nos vies, c'est important aussi de savoir qui détient ce pouvoir-là. Et est-ce que finalement, il ne pourrait pas être aussi mieux partagé avec les femmes elles-mêmes? Et c'est aussi la question qui se pose aujourd'hui, et ça rejoint un peu de la question de savoir est-ce que ce progrès, il est bon en soi ou pas, ce progrès technique et technologique, de qui détient aujourd'hui les principaux, qui sont aujourd'hui finalement, qui sont possesseurs des principales avancées techniques, et je pense notamment à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux, qui aujourd'hui, on voit bien, sont des avancées qui jouent plutôt contre les femmes, en tout cas qui sont porteurs de biais très importants et qui sont des instruments aussi des masculinistes qui en sont, qui en sont aujourd'hui les propriétaires. Elon Musk le premier, mais il y en a d'autres. Et on voit bien aussi que cette coalition-là aujourd'hui, elle est quand même extrêmement puissante. Donc je trouve que ça questionne. Vera Nikolsky, la technologie, elle est genrée. Une réponse peut-être courte avant de passer la parole au public. Alors, je ne sais pas si la technologie est genrée, mais les professions techniques, clairement, sont genrées. C'est-à-dire que ce sont des professions dans lesquelles le taux de féminisation est extrêmement faible aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas sans lien avec ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'être présent dans un champ professionnel, c'est aussi pouvoir peser sur les orientations de ce champ professionnel. Au-delà de l'évolution des droits ou de l'évolution de la société tout entière, qui joue bien sûr, la légalisation joue, l'état des mentalités joue, mais les orientations dans le champ professionnel sont aussi le fruit des personnes qui travaillent dedans. Et c'est vrai qu'à cet égard, la très faible représentation des femmes dans les professions techniques scientifiques, ce qu'on appelle les STEM, les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, c'est quelque chose qui est très préjudiciable pour les femmes et particulièrement pour l'avenir, parce que ce sont des questions qui probablement vont être cruciales. Elles peuvent être cruciales tant dans les scénarios favorables, où notre société continue sa marche sans trop de heurts, mais où, dans ce cas-là, ce pouvoir-là, le pouvoir technologique, va prendre de plus en plus d'ampleur, que dans des scénarios défavorables, où nous allons connaître de graves perturbations du point de vue matériel, et où, dans ce cas-là, il s'agira d'adapter notre monde à ce nouveau contexte, qui n'est pas une mince affaire, et qui demande beaucoup de compétences, et pas uniquement de décisions politiques, mais de compétences et d'actions vraiment dans ces métiers-là, dans tous les métiers qui concernent l'ingénierie, qui concernent la technologie, qui concernent l'agronomie aussi d'ailleurs, pour adapter notre agriculture, l'aménagement du territoire, etc. Ce sont des métiers très peu féminisés, sauf l'agronomie peut-être, puis la pharmacologie. Et il me semble que l'investissement dans ces métiers pour les femmes, on peut pratiquement le qualifier d'acte militant, ou en tout cas d'une vraie démarche dans le long terme. Non pas forcément pour aujourd'hui, mais surtout pour le monde de demain. Être dans ces métiers, c'est pouvoir peser sur les orientations. Et puis c'est aussi acquérir des compétences qui, quelque part, si je peux me permettre, élèvent pour la société le coût de votre renvoi à la maison. Si vous êtes dans des métiers qui sont vitaux, vous avez des compétences qui sont cruciales, il est plus difficile de se passer de votre compétence dans une période où les choses changent. Donc ça peut presque avoir une espèce de, d'horizon à avoir en tête quand on fait le choix. Je peux vous poser une question ? Oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais ce à quoi on est assisté, justement, lié à l'émancipation, c'est la tertiarisation des... Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes sont allées majoritairement, soit dans les professions de la santé, et on l'a vu d'ailleurs, et parfois sous-payées, on l'a vu d'ailleurs au moment de l'épidémie du Covid, enfin ce qu'on savait, mais ça a été rendu visible pour tout le monde. Donc la tertiarisation, ou alors la médecine, les avocates, le droit, bon voilà. Comment vous... C'est une excellente question, je vous remercie. Mais vraiment. Mais c'est une question qui fâche. C'est-à-dire que c'est une question très clivante, dont il n'est pas facile de discuter de manière apaisée. Il y a vraiment des points de vue qui s'affrontent. Il y a un point de vue qui aujourd'hui est très légitimement accepté, je dirais dominant dans le discours public, qui relie la sous-représentation des femmes dans les disciplines scientifiques à des stéréotypes de genre, à un sexisme de ces professions, à une ambiance délétère, à un manque d'orientation, à l'autocensure des filles qui ne vont pas aller dans ces disciplines. Ce sont des éléments qui, sans conteste, existent.
et qui ont toujours existé dans tous les métiers peu féminisés. Cependant, il y a deux problèmes dans le fait d'attribuer toute l'explication à ces facteurs. Si on regarde la répartition spatiale au niveau du monde, on se rend compte qu'il y a des pays dans lesquels le taux de féminisation de ces professions est beaucoup plus important que dans d'autres. Et ce ne sont pas les pays où les stéréotypes de genre sont les plus faibles. C'est souvent l'inverse. Donc c'est très troublant. Alors comment l'expliquer ? Attendez, j'y arrive. Et puis l'autre chose troublante, c'est l'histoire, c'est ce que vous venez de mentionner. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, quand les femmes ont eu accès aux professions médicales, au début des études médicales, et puis progressivement à la profession médicale, aux études juridiques, etc., c'était des professions exclusivement masculines. Il n'y avait pas un médecin femme, il n'y avait pas un avocat femme. Sur les bancs des universités, j'ai lu de la littérature historique sur les premières femmes dans les universités, c'était très dur. Elles étaient victimes, là pour le coup, c'est pas le sexisme d'aujourd'hui, c'était vraiment du sexisme dur. Et pourtant, elles y sont restées. Et non seulement ils y sont restés, mais elles ont investi ces domaines massivement. Donc, en droit, je suis désolée, mais là, 80% des personnes qui sortent de l'École nationale de la magistrature sont des femmes. Donc, demain, un juge homme, ça va être une rareté. Il faudra le considérer avec intérêt à la loupe. Donc, il y a vraiment effectivement un petit problème à tout attribuer à la question uniquement de l'ambiance dans ces disciplines ou de la mauvaise orientation. En revanche, il y a d'autres explications qui essayent de s'intéresser aux préférences sexuées, qui sont d'ailleurs transnationales. Il y a des études, de très grosses études qui sont menées sur la question. En lien avec les sciences du cerveau. Mais alors là, on aborde des disciplines qui sont, c'est très difficile de faire s'entendre des personnes qui plaident pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est assez inconciliable. Par contre, je suis d'accord avec Martine Storti, il n'y a pas besoin d'être forcément d'accord sur les causes pour estimer qu'il faut essayer de faire quelque chose pour changer la situation. Donc, quelle que soit la cause, qu'elle soit entièrement due aux stéréotypes ou qu'il y ait une part de préférence qui provient de l'évolution ou de que sais-je, comme l'affirment certains psychologues évolutionnistes ou neurologues, bon, à la fin des fins, ça ne change pas le fait qu'il faudrait encourager les filles à être plus nombreuses à y aller si on veut que les femmes puissent peser dans ces disciplines. Alors, Martine Storti, une minute et demie. Je voudrais juste rajouter, je me demande s'il n'y a pas là un piège, je l'ai dit du fond de mon profond féminisme, à l'émancipation ou à l'entrée dans le travail. C'est-à-dire que la tertiarisation, de même les professions médecine, c'est pas seulement la médecine ou le droit qui a été refusé aux femmes. Par exemple, c'est la philosophie. Les femmes philosophes, faire une agrégation de philosophie, ça a été un combat énorme qui a été très long, très difficile, parce qu'on disait... Et pourquoi ? Parce que la philosophie renvoyait au pouvoir, et en particulier, non seulement au pouvoir intellectuel, mais au pouvoir politique. Le droit aussi. Mais après, quand les professions se sont... D'abord, les professions tertiaires, c'était des professions moins payées qu'un certain nombre d'autres professions. Et puis en plus, quand des professions se sont féminisées, elles ont été dévalorisées. C'est-à-dire, par exemple, être avocate ou avocat aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a encore 50 ans, ou 100 ans bien sûr, mais il y a encore 50 ans. Donc il y a ces multiples causes, et en particulier cette dévalorisation des secteurs au fur et à mesure de leur féminisation. En même temps, être éboueur, c'est pas très valorisé non plus. Non, mais il y a aussi des métiers masculins qui sont très dévalorisés. C'est un débat qu'on pourrait quand même structurellement, quand même. Le tertiaire n'est pas, ou les métiers de la santé, sauf si on est un grand chirurgien, et encore quand on voit avec le procès en cours ce que ça pouvait être d'être un grand chirurgien. Bon, oui, alors c'est encore le procès Scornex, c'est encore quelque chose. C'est beaucoup moins prestigieux qu'avant. On a à peine une demi-heure. Juste une phrase sur ça, parce que moi, je trouve, alors évidemment, il faut que les femmes soient dans toutes les professions, et notamment dans les domaines stratégiques, c'est fondamental. Mais c'est aussi important de ne pas se dire que les métiers qu'occupent aujourd'hui les femmes massivement, du soin, du lien et de l'éducation, ne seraient pas des métiers essentiels dans une société qui viendrait à s'effondrer sur le plan climatique. Parce qu'au contraire, ce qu'on sait, c'est que ce qui va s'effondrer, ce sont notamment les connexions aujourd'hui facilitée par le numérique, et que du coup la question des liens dans la société, de la coopération, de la capacité à faire ensemble, elle va être fondamentale dans cette situation. Donc les métiers
et de par aussi les compétences sociales, on va dire, et les rôles sociaux qu'elles jouent aujourd'hui majoritairement encore dans la société, que développent et qu'occupent les femmes, c'est aussi des compétences qui sont majeures et qui vont être majeures pour l'avenir. Et il ne faut pas les dévaloriser. Et à mon sens, une des solutions aussi de ce rééquilibrage, c'est de les revaloriser très fortement parce qu'elles ont été complètement précarisées. On pourrait aussi parler des travailleurs sociaux, par exemple, qui est une profession qui s'est féminisée massivement et précarisée massivement en même temps et pourtant qui est fondamentale. On est d'accord. Alors, vous allez pouvoir développer aussi tout ça en répondant au public. Alors, est-ce qu'on peut peut-être rallumer un petit peu la salle Comme je suis un petit peu dur d'oreille, il faudra que les gens parlent. Mais il y aura un micro qui va passer dans la salle. Et est-ce qu'on peut peut-être rallumer, comme ça on se voit. Et il y a un micro qui va être... alors, ne vous le... Enfin, ce n'est pas la fin. Les gens l'idée, c'est d'avoir une interaction, des questions du public. Il y en a une ici. Et un micro va passer dans la salle. Merci, bonjour mesdames, bonjour. Voilà, j'ai une remarque à faire sur les filles qui s'orientent, pour rebondir sur ce que disait Vera Nikolski. Déjà, je suis très content d'avoir une haut fonctionnaire en place. Ça veut dire que l'accessibilité au pouvoir pour les femmes, ça existe. On en a une preuve concrète ce soir. Mais moi, j'ai deux filles qui sont en école d'ingénieur. Et quand elles sont en troisième et en seconde, chacune des deux, donc ça remonte à il y a 5 ans et 8 ans, toutes les deux, pour les choix d'orientation avec le CIO, ont eu une journée avec des tables rondes pour pouvoir choisir. Alors elles se sont positionnées parce qu'elles ont toujours aimé les maths par appétence. Elles se sont positionnées sur la recherche, l'ingénierie. Et là, aux deux filles, à chaque fois, et on est venu leur dire à l'oreille, je crois que tu t'es trompé, c'est pas là qu'il faut venir. Toi, c'est plutôt le social. Donc moi, j'ai eu de la chance d'avoir des filles qui avaient du caractère. Qui leur a dit ça ? Du personnel de CIO. Du CIO, d'accord. Donc je m'en suis plaint après, parce que étant parent d'élèves FCPE, à l'époque, j'ai pu rencontrer et discuter avec le directeur du CIO de Metz, qui était abasourdi, qui était très déçu évidemment d'entendre ça. Mais il y a aussi un manque et je pense que ces personnes-là ne pensaient pas à mal en disant ça. Je pense qu'il y a un problème de formation encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'en profite pour le dire dans cette salle-là, parce que s'il y a des parents dans la salle, c'est avec des enfants en bas âge, de dire il faut les accompagner, il faut être à l'écoute des enfants. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des enfants qui m'ont répété ça, qui avaient de la personnalité, du caractère, et qui bien entendu se sont maintenus à cette table-là. Mais ça existe encore. Et donc après, on a vécu la loi Blanquer avec les maths qui sont partis et les maths qui sont revenus. Il ne faut pas oublier que les maths, si on a marché sur la Lune, c'est en grande partie grâce aux femmes. Il existe d'ailleurs un film là-dessus où les femmes ont fait beaucoup de travail de mathématiques en back-office, où on ne les voyait pas. Mais sans les femmes, on ne serait jamais allé sur la Lune. Et donc les maths, c'est très important. Et on n'aurait également. Jamais créé Internet. Et on n'aurait jamais créé Internet, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc je veux dire, pensez-vous les parents, et là c'était juste une remarque pour dire, c'est pas acquis d'office. Il faut pouvoir suivre nos enfants pour qu'ils puissent aller vers des métiers technologiques et d'ingénierie. Je prends une seconde pour juste commenter, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai dit que ce facteur indéniablement existe. Une mauvaise orientation ou le découragement des filles qui ne sont pas forcément poussées vers ces métiers par le corps enseignant, par leur entourage parfois. Elles ont la chance de vous avoir pour père, mais ce n'est pas le cas de toutes les filles. Il doit y avoir des parents qui ne le font pas. En revanche, il y a aussi des tendances dans l'autre sens. Moi, je connais beaucoup d'associations et de gens qui travaillent au contraire pour la promotion des filles dans la science. Des universités qui organisent des portes ouvertes, qui essayent d'attirer les filles par plein de moyens, qui disent « venez, s'il vous plaît, chez nous les filles ». Et pourtant, il y a un problème de motivation qui ne disparaît pas. C'est pour ça qu'il me semble difficile de tout expliquer par ce facteur, même si, bien sûr, il existe. Moi, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai dû me battre pour ne pas faire de mathématiques. Et ben, moi, c'est exactement le même exemple. Et si je peux juste dire... c'est chiant aussi. Non, mais ça dit aussi à quel point on valorise certains sujets par rapport à d'autres. Moi, j'étais bonne en maths, mais j'étais littéraire. Je voulais faire des lettres, des langues, de la philo, etc. Et je me souviens de mon prof de physique qui me disait « mais tu vas pas faire L quand même voilà, comme si c'était dévalorisant en soi. Donc, alors que, je veux dire, il y a besoin aujourd'hui de philosophes, il y a besoin de gens qui comprennent l'humain, qui travaillent sur la sociologie. C'est vraiment des choses qui sont
aujourd'hui tout aussi fondamentales que les sciences dites dures. Et donc c'est aussi, voilà, pour moi, ça veut aussi dire que ce rééquilibrage, il doit se faire dans les deux sens. Et pas uniquement dans le sens d'une survalorisation des métiers techniques, mais aussi une revalorisation des métiers de l'humain. Vous voulez réagir, Martine Storti? Très brièvement, je suis... On paye, là je peux prendre peut-être ma casquette d'ex-inspectrice générale de l'éducation nationale, parce que je l'ai été aussi dans plusieurs vies antérieures. D'abord, le rôle des mathématiques, le fait que ce sont les mathématiques... Alors on peut faire des métiers liés à la technologie ou des métiers tout à fait importants sur le plan sur lequel vous insistez à juste titre, sans que ça passe forcément par être formidable en mathématiques. Donc le rôle des mathématiques comme instrument de sélection, qui est remplacé, de mon temps, c'était le latin, le grec, la philo, etc. Bon, c'est devenu mathématique. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est en effet de dissocier. C'est-à-dire que je crois que, il me semble, là je parle comme citoyenne, je crois que il faut que les gens qui travaillent dans des métiers liés aux techniques, à la technologie, aux sciences, etc., soient aussi des gens capables de réfléchir sur le sens de leur travail et les effets de ce qu'ils font. Je veux dire, réfléchir, ça a été le cas d'ailleurs à l'époque, certains ont réfléchi sur ce qu'était la bombe atomique et d'autres pas du tout. Et donc il faut que les humanités, ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités, s'articulent aux sciences. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un côté les sciences, d'un côté les humanités. C'est-à-dire la pensée de ce que l'on fait et des effets de ce que ça a pour une société, c'est tout aussi important que la technique ou la technologie elle-même. Une autre question, peut-être. Alors, j'ai animé un débat ce matin, il y avait beaucoup plus de questions. Voilà. Bon, on peut continuer s'il n'y a pas de questions. Ça. Je n'ai pas d'inquiétude. On peut nous vous poser des questions. Okay. Je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne question, mais bon. Alors ça, c'est vraiment une... Pardon, mais aucun homme ne se poserait la question de s'il pose une bonne question. C'est vrai. Voilà, ça est exact. Alors, moi, je me demandais, je ne sais même pas si j'aurais une réponse, comment on fait pour avoir une lueur d'espoir en fait, avoir des réponses à ces problèmes-là, si vraiment tous les leviers qu'on a, que ce soit médiatiques, politiques, etc., sont aux mains d'hommes qui cherchent juste à maintenir cet ordre-là. Comment on fait? On s'organise parce qu'il n'y a pas de fatalité d'abord à ce que tous les pouvoirs soient détenus par les hommes, et d'ailleurs ils le sont moins aujourd'hui qu'ils l'ont été par le passé, donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un progrès. Après moi, ce que je pense quand même que les chiffres que je vous ai cités dans mon propos introductif montrent qu'il y a quand même une adhésion à l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes qui est beaucoup plus importante qu'elle n'a pu l'être, et grâce aux combats qui sont menés depuis des siècles, mais en particulier des décennies. Et je pense aussi que ces motifs d'espoir, y compris par rapport à ce que disait Vera Nikolski, et à ta thèse, parce que je trouve que du coup, la société n'est pas non plus la même qu'au moment où cette révolution industrielle a eu lieu. Et notamment grâce à ces progrès, eh bien, les femmes ont pu s'engager, travailler sur s'émanciper, s'organiser. Et donc aujourd'hui, si une régression arrivait, la conséquence serait probablement pas tout de suite que les femmes reviendraient au foyer et s'occuper toutes seules du foyer. C'est un risque, hein. Je ne dis pas que c'est pas un risque parce que le sexisme existe toujours et que la répartition des tâches, elle reste aujourd'hui genrée, mais il y a quand même aujourd'hui des résistances qui sont fortes. Et un des exemples de cette résistance que je voudrais donner, c'est ce qui s'est passé au moment en France, au moment des législatives suite à la dissolution par Emmanuel Macron en juin dernier. Où je ne sais pas si vous avez vu ça, mais donc c'était en juin dernier. Et au moment de la dissolution, du coup, il y a une forte crainte quand même partagée par la population, par une partie de la population en tout cas, que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Et dans la société civile aussi très fortement. Et en réalité, les deux seuls mouvements qui ont été capables d'organiser des grandes manifestations à ce moment-là, en rassemblant des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes, c'est d'un côté les syndicats, effectivement, et le mouvement féministe. Et le mouvement féministe, à ce moment-là, s'est rassemblé très largement, a organisé une immense manifestation à Paris et partout en France. Et moi, je trouve quand même que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le mouvement féministe, il est quand même
figure de proue, fer de lance de ce combat contre l'extrême droite et contre le masculinisme, parce que, et c'est en miroir, effectivement, les féministes aussi, qui sont combattues par ces mouvements-là. Parce que moi, je pense que c'est... Enfin, on pourrait le voir d'une certaine manière en se disant on est les premières attaquées, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise, mais c'est aussi parce que nous sommes les plus mobilisés et peut-être les plus fortes aujourd'hui dans la société en termes de rapport de force avec ces forces réactionnaires que nous sommes attaquées et que nous sommes les premières à être attaquées. Donc je pense que ça témoigne aussi finalement en miroir de la force aujourd'hui du mouvement féministe, des idées féministes dans un contexte national. Mais aussi international, même si évidemment c'est plus complexe parce qu'il y a des forts reculs dans certaines régions du monde, mais aussi des avancées très fortes dans d'autres. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir qu'il faut garder en tête et il faut continuer. Moi, je pense qu'il faut continuer de demander aussi des choses et de conquérir des droits. Par exemple, l'inscription de l'IVG dans la Constitution il y a un an qu'on a obtenu aussi, et je pense que c'était important de mener ce combat. Au niveau international, il faut se battre pour la reconnaissance de l'apartheid de genre comme crime contre l'humanité. Il y a des conquêtes à continuer d'aller chercher et pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est un peu comme du vélo. Si on s'arrête de pédaler, on tombe. Donc il faut continuer de pédaler et continuer d'aller chercher des victoires. D'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour tous ces apports. J'avais juste une interrogation, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais on parle de conditions de femmes. Effectivement, vous parliez dans plusieurs pays, évidemment, on parlait des femmes afghanes, mais même, entre guillemets, un petit peu plus proche de nous, peut-être en termes de démocratie, Occident, etc., d'apprendre qu'un des 150 mots interdits maintenant dans la recherche aux États-Unis, c'est le mot « femme ». Je vois pas forcément beaucoup se soulever, que ce soit des grandes femmes, même des grands hommes. Enfin, je trouve que c'est quand même très questionnant, très grave et juste en fait inacceptable qu'aujourd'hui on puisse avoir toute une population de femmes d'un pays qui disparaît entre guillemets, qui n'a plus le droit de s'exprimer, et qu'on est vraiment en train ouvertement de dire dans la plus grande démocratie au monde, le mot femme ne fera plus partie des recherches scientifiques. Voilà, c'est pour avoir un peu votre avis sur tout ça. Merci. J'ai vu une autre question ici, peut-être qu'on pourra répondre en même temps puisque l'heure tourne. Alors, c'est pour rejoindre, bonjour, c'est pour rejoindre un peu la question de cette personne. C'est qu'en fait, moi, je suis infirmière de l'éducation nationale, je travaille avec des collégiens. Et en fait, moi, je suis effarée que des collégiens, ils connaissent plein de choses, mais quand on leur parle du mouvement MeToo, ils ne connaissent pas. On est encore obligé de faire des journées où on leur dit la journée de la jupe parce que les filles, elles n'osent pas se mettre des jupes au collège parce qu'elles ont peur, voilà, des remarques, qu'on leur dise que voilà, elles sont pas bien en jupe et qu'ils s'amusent à les soulever et plein de remarques désagréables. Donc c'est vrai que je me dis, en fonction de tous les pays qui régressent au niveau des femmes et par des femmes aussi, aux États-Unis, c'est relayé par des femmes qui sont contre l'avortement. En Pologne, partout, en Europe aussi. Moi, ça me fait vraiment peur. Voilà, c'est juste aussi une remarque. Qui veut réagir à ça, sur la disparition du mot femme dans la recherche aux États-Unis et la situation le sexisme que vivent les adolescentes, notamment ? Martine Storti, je vous vois inspirée. J'ai pas comptabilisé votre temps de parole. Pourquoi moi ? Donc vous me regardez. Non, qu'est-ce que je peux c'est pas une réponse d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est là sur la tribune qu'on a la réponse. Hein. Je pense que les choses sont différentes selon les individus, les familles, les établissements scolaires, ce qu'ils regardent ou pas à la télé, les réseaux sociaux, ce qu'ils regardent, ce qu'ils regardent pas, ce qu'ils lisent pas, etc. Donc je crois qu'il y a d'aller à un niveau je crois qu'il y a les deux, c'est-à-dire que c'est toujours. C'est con de dire ça, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas toujours pareil, mais les chemins sont je veux dire, ma voisine de droite, Leïla, parle Laura, mais je me suis dit, il ne faut pas que je fasse l'erreur depuis Laura, le début, donc c'est pas moi Laura, parle de la poussée féministe, oui, bien sûr.
que à partir, disons, de 2010, il y a eu un renouveau, pas seulement en France, des mouvements féministes, et c'est tout à fait vrai, et en même temps, ça n'a pas gagné autant de couches de population que vous pouviez, que nous pouvions le souhaiter ou l'espérer. Donc, les poussées contradictoires, les poussées différentes existent en même temps. Mais moi, je voudrais revenir sur la remarque que vous avez faite, si les choses sont aux mains des hommes. Je veux dire qu'en effet, ces questions de pouvoir sont très importantes. Et on ne peut que constater, je l'ai dit là tout à l'heure, mais je le répète, et c'est là où ça se complique par rapport à ce que vous dites à juste titre, c'est que à chaque fois que les femmes sont massivement quelque part, y compris dans un pays développé comme le nôtre, en tous les cas jusqu'à présent, la profession en question se dévalorise ou la féminise. On a pris l'exemple des médecins, etc. Prenons le journalisme et prenons être sur le front, les correspondants de guerre. Dans les années 60, 70, même 80, être correspondant de guerre était absolument très difficile pour les femmes, aller sur le terrain des guerres. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand vous regardez un reportage sur des situations difficiles de guerre ou d'affrontement, etc., c'est plutôt des correspondantes de guerre. Très souvent, ce sont des journalistes femmes. Parce que le vrai pouvoir médiatique, il n'est plus d'être le grand reporter qui revenait ensuite avec un reportage dans Paris Match ou même à la télé, puis qui en écrivait un roman. C'est plus ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'être posséder, être propriétaire de telle ou telle chaîne d'infos en continu, de tel ou tel réseau social, de tel ou tel truc sur Internet, etc. Et là, la place des femmes existe, mais pas aussi en nombre sur les postes de pouvoir. Donc les postes de pouvoir changent. Ce qui est le pouvoir à telle époque n'est plus le pouvoir à une autre époque. Et donc, je pense qu'il faut que les femmes fassent la conquête de postes de pouvoir. Mais il y a des féministes qui expliquent que le plafond de verre, dépasser le plafond de verre, c'est pas bien, parce que c'est s'intégrer à la société telle qu'elle est, et que donc, quand on est féministe, on ne s'intègre pas à la société telle qu'elle est, parce qu'on veut la changer. Je trouve que, non, le plafond de verre, il y a toute une série comme ça de féministes, de courants féministes, pas toutes, qui expliquent qu'il ne faut pas se plaindre du plafond, il ne faut pas franchir le plafond de verre, parce que ça veut dire qu'on va être à une place de dominante. C'est-à-dire cette vision que si on exerce un peu de pouvoir, ça veut dire qu'on est dominante et que ce n'est pas bien d'être dominant. Alors moi, ce que j'appelle féministe... Il y a vraiment des féministes qui refusent les postes de pouvoir. Tu n'as qu'à lire, j'en parle dans mon bouquin, là, c'est un excellent livre, d'ailleurs, que je vous recommande. Je l'ai lu, j'étais même interviewée pour Charlie Hebdo. Je pourrais le citer, là, si je trouve la page. Non, je crois qu'il faut penser les choses de manière dialectique, c'est-à-dire on peut exercer différemment un certain pouvoir. C'est-à-dire, avoir du pouvoir n'est pas en soi négatif. Il peut l'être, ça peut l'être. C'est-à-dire, on peut être quelqu'un qui opprime, mais on peut aussi être à une position de pouvoir pour pouvoir faire, pour faire des choses. Le pouvoir, c'est pas juste pour exercer du pouvoir sur les gens, c'est le pouvoir pour avancer, pour faire les choses. Et on peut faire les choses on peut avancer de manière militante et on peut aussi avancer en effet en exerçant des professions ou prenant des postes de pouvoir pour pouvoir agir. Ce n'est pas un mal en soi. On n'est pas dominant parce qu'on fait quelque chose. Donc l'opposition qui est très en vogue de dominant-dominé, parce que d'ailleurs on peut être dominant d'un certain point de vue et dominé dans un autre. D'ailleurs c'est le cas des femmes qui, même quand elles exercent du pouvoir, peuvent aussi être victimes d'une violence sexuelle. C'est-à-dire une femme peut être PDG et violée par son mari. Les deux peuvent aller ensemble. Pas toujours le cas, heureusement, mais je veux dire, les deux peuvent aller ensemble. Donc on n'est pas toujours dominant et toujours dominé. Tout ça, c'est des oppositions binaires dont nous souffrons beaucoup aujourd'hui.
Il nous reste 5 minutes. Un mot de conclusion pour chacune. Et Laura Slimani, vous vouliez réagir? Oui, je peux réagir et conclure. Oui, c'était l'idée de faire les deux en même temps. Non, mais je partage ce que tu dis en partie, et en même temps, je trouve que c'est aussi intéressant, mais je pense que c'est pas contradictoire avec ce que tu dis, de questionner aussi le modèle masculin du pouvoir et de la puissance. Et ce que aussi ça donne comme société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça donne une société qui est en prise avec une crise climatique qui est la plus grande crise que l'humanité, que le monde a jamais connue, avec un modèle ultra-productiviste qui nous emmène tous dans le mur, et toutes dans le mur, et plus toutes que tous d'ailleurs, parce que les femmes sont aussi les premières victimes de cette crise climatique, notamment dans les pays dans lesquels elles sont dans des situations plus inégalitaires. Et puis, c'est aussi un monde de guerre. C'est aussi un monde dans lequel il y a de plus en plus de conflits armés, et dans lequel ces conflits et cette guerre, elle est aussi glorifiée par des dirigeants pour qui c'est finalement le paroxysme de la puissance que de faire la guerre. Donc je pense que dans ce contexte-là, la vision féministe de ce que serait, de ce que doit... Oui, la vision féministe du pouvoir, ça doit être celui d'un pouvoir qui doit d'abord être un pouvoir qui favorise la démocratie, qui favorise l'égalité, et qui effectivement ne domine pas, mais construit. Et la ligne, elle est fine, mais je pense que c'est pas non plus, faut pas non plus balayer d'un revers de la main des féministes qui aujourd'hui essayent aussi de questionner la notion de conquête par les femmes des mêmes postes que les hommes. C'est pas du tout ce que j'ai. Je sais, mais c'est parfois on peut avoir un peu en tout cas cette tentation de se dire ce qu'il faut, c'est que les femmes elles aient les mêmes responsabilités que les hommes. C'est aussi le faire différemment. Mais tu l'as dit, mais je veux insister là-dessus parce que je pense aussi quand même que c'est un apport du féminisme aujourd'hui, qui est pas d'ailleurs si nouveau que ça. Et je pense aussi que c'est un apport aussi de l'écoféminisme. Il y a un peu de tout dans l'écoféminisme, mais il y a aussi ça, et ça me semble important. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi sur quoi s'appuyer aujourd'hui. Je pense que c'est un peu ce qu'on a abordé au début sur l'héritage du combat de Gisèle Halimi, et effectivement de beaucoup d'autres, et merci de l'avoir rappelé, Martine, parce que c'est toujours des combats collectifs. C'est que je pense qu'il faut vraiment toujours avoir en tête les combats de nos aînés. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Et notamment, moi, c'est quelque chose qui nous questionne beaucoup à la Fondation des femmes aujourd'hui, autour du débat sur l'introduction du consentement dans la loi en France. Nous, on y est opposés. On y est opposés notamment parce que, au moment où on fait cette définition du viol dans le code pénal, on décide sciemment de ne pas mettre la notion ni de volonté ni de consentement, parce qu'on décide de se focaliser sur le comportement de l'agresseur. Pourquoi ? Parce que dans un système de domination, la principale et la plus puissante arme de l'oppresseur, c'est d'extorquer le consentement de l'opprimé à sa propre oppression. Et donc les femmes, au quotidien, on consent toutes à une forme parfois de domination. On fait des concessions avec le système patriarcal, et la puissance de ce système patriarcal, c'est d'extorquer notre consentement. Donc nous, on pense qu'il faut continuer à se focaliser sur la manière dont les dominants, et en l'occurrence là, les hommes, faussent cet consentement, faussent cette volonté, et c'est très manifeste dans ce qu'a pu dire Dominique Besnéard hier à l'Assemblée nationale, parce que oui, elle monte dans la chambre du réalisateur, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement si on veut avoir une carrière. Et c'est ça, en fait, ce que questionnent les féministes aujourd'hui, c'est ce rapport fondamentalement inégalitaire, justement, à notre liberté. Merci Laura. La question du consentement, on pourrait en faire un débat d'1 heure aussi. Donc voilà. Vraiment rapidement, un mot de conclusion, Martine Sorti. Il n'y a rien à conclure. Les nouvelles conquêtes à mener, le prochain combat à mener, c'est un long chemin. Un chemin. En espérant que les potentielles catastrophes n'arrivent pas. Et puis le chemin continue, quoi. Le chemin de l'émancipation des femmes est infini. C'est jusqu'à la fin du monde. Il faudra que les femmes se battent pour elles-mêmes. Et les femmes et des hommes, et dans des conditions différentes à chaque fois, etc. Mais les choses collent vite. Vera Nikolski, un mot de conclusion. Moi, je ne sais pas non plus comment on peut faire une conclusion, parce que oui, je suis d'accord, il n'y a pas de conclusion. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on n'a pas, on n'a pas beaucoup de temps pour essayer de faire comprendre ce qui nous semble essentiel. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur la dialectique entre le matériel et l'immatériel,
Je suis très loin de nier la force, y compris autonome, des idées et de boucles de rétroaction complexes entre le matériel et le non matériel. Mais néanmoins, je voudrais juste, comme mot de la fin, essayer de faire comprendre ce que j'entends par les conditions matérielles d'un droit. Je vais prendre un droit symbolique que vous connaissez tous, qui a été symbolique des combats qui va parler à Martine Storti. Le droit à disposer de son corps, un droit fondamental, conquête fin du XXe siècle. Il y a un objet qui le symbolise, c'est super pratique. En fait, on peut étendre ça à plein de choses, mais là, il y a vraiment une correspondance. C'est un droit, et vous avez un objet, la pilule, qui le symbolise, qui l'a symbolisé beaucoup à la fin du XXe siècle. Donc vous avez ce droit qui, pour être effectif, demande de rencontrer ce produit. Et ce produit, quand vous venez le matin, enfin je veux dire pour ceux d'entre vous qui peuvent en avoir besoin, le matin quand vous venez en pharmacie, ici à Thionville, à Paris, dans n'importe quelle ville ou village de France, vous voulez exercer votre droit à disposer de votre corps et vous dites je veux une pilule. Le pharmacien vous la sort de son comptoir et au moment où vous la prenez, votre droit devient effectif. C'est la vieille distinction droit formel, droit réel. Votre droit est effectif parce que la pilule est là. Pour que la pilule soit là, il a fallu qu'elle soit conçue par des chimistes. Il a fallu qu'elle soit produite en quantité industrielle, c'est-à-dire pas juste pour Madame de Montespan ou pour n'est-ce pas, quelques femmes de la haute société. Pour qu'elle soit produite en grande quantité industrielle, il faut qu'il y ait des usines en métal et en acier qui tournent à plein régime nuit et jour, même quand on dort, et qui sont alimentées tout le temps par beaucoup d'énergie et de ressources. Du métal pour les blisters, du bois pour l'emballage, etc. Tout ça est produit souvent en Chine, acheminé par grands containers avec beaucoup d'énergie qui les fait tourner, et arrivé ici, ça part par le fret, par la rivière, par la route, par le rail, par les camions à la fin, dans chaque pharmacie. C'est une grosse logistique complexe, faite de beaucoup de consommation de ressources et d'énergie. Et si cette belle mécanique s'enraye à un moment donné, et on a eu un petit aperçu de ce que ça donne pendant la crise du Covid, quand on s'est rendu compte que les masques, en fait, c'était pas magique. Quand on venait en pharmacie, on en veut un, mais en fait, il n'y en a pas. Parce que la Chine a décidé, je vais peut-être les garder pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens chez moi qui ont besoin de masques. Donc, si vous avez un problème sur les ressources, si vous avez un problème sur la disponibilité d'énergie, si vous avez un problème avec la mécanique de la distribution, toute cette belle mécanique ne marche pas. Vous venez et vous dites j'ai le droit existe. Le droit n'a pas changé, la Constitution n'a pas changé. Posons qu'on inscrirait ça dans la Constitution comme l'IVG. Tout est là, mais votre droit vous fait une belle jambe. Il est abstrait parce que vous n'avez pas rencontré le produit. Et on peut étendre ça à plein de choses. C'est pas juste la pilule en tant que telle. En plus, ça fait des problèmes hormonaux. C'est nul, la pilule, il faut utiliser autre chose, tout ça. Mais voilà, c'était juste pour donner une idée, sans du tout nier évidemment qu'une pilule peut exister et ne pas être utilisée. Même si souvent des choses technologiques qui existent finissent par être utilisées, souvent pour le mal d'ailleurs, à la fin. Merci à toutes les trois pour ce débat très riche, très divers. On a abordé tout un tas de sujets. C'est vrai que les progrès des droits des femmes sont sur de multiples aspects. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir signer vos ouvrages respectifs, je crois, sur cette table, si je ne me trompe pas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.